Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation du rapport du groupe de travail santé de l'Institut Jacques Delors. Le rapport intitulé Pour une Europe de la santé, prévention, gestion de crise, multilatéralisme. Donc, je suis Benjamin Couteau, je suis assistant du groupe de travail qui a rédigé ce rapport et je suis ravi d'animer ce webinaire. Donc, depuis Paris avec Isabelle Marché à mes côtés. Isabelle Marché qui est rapporteure du groupe de travail, qui est également chercheuse associée sur les questions de santé à l'Institut. Et depuis Barcelone, nous allons retrouver Xavier Prats-Monet, qui est le président du groupe de travail santé, qui est également conseiller à l'Universitat Oberta de Catalunya et ancien directeur général à la santé et à la sécurité alimentaire de la Commission européenne. Donc, je tiens aussi à présenter tout d'abord les personnes qui ont participé à ce groupe de travail et donc sans qui ce rapport n'aurait pas vu le jour. Tout d'abord, Frédéric Biza, qui est professeur d'économie à l'ESCP, président fondateur de l'Institut Santé et auteur de l'autonomie solidaire en santé. Francesca Colombo, qui est chef de la division santé de l'OCDE. Hélène Dollfus, professeure de génétique médicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à l'université de Strasbourg. Sofia Fernandez, qui est chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors et directrice de l'Académie Notre Europe. Ricardo Perisic, membre de notre conseil d'administration, ancien directeur général de l'ADG Industrie de la Commission européenne. Louis Pizarro, team lead à United et professeur de questions de santé mondiale à Sciences Po, et Camilla Randazzo, qui est coordinatrice du groupe de travail santé de l'Association des anciens élèves du Collège d'Europe. Donc, nous sommes actuellement en pleine vague d'infection du Covid-19. Selon l'agence Reuters, nous sommes maintenant à plus de 100 millions d'Européens infectés par le virus. Et le rapport que nous allons présenter aujourd'hui, qu'Isabelle Marché et Xavier Prats-Monet vont vous présenter, il invite justement les décideurs politiques nationaux et européens à se saisir de la crise sanitaire que nous traversons pour bâtir une véritable Europe de la santé. Il invite également ces décideurs à se saisir de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, demain et samedi, étudiera les recommandations des panels de citoyens européens en matière de santé en assemblée plénière. Les recommandations du rapport, celles que font les contributrices et les contributeurs à ce rapport, ils s'inscrivent toutefois dans une réflexion plus large que celle portant sur les seules conséquences de la pandémie. Et ces recommandations s'intéressent justement aux parents pauvres de la construction européenne, qui a été la santé, alors même qu'elle est au cœur des préoccupations des citoyens européens, d'autant plus dans la période que nous traversons. Et donc, ces contributeurs et ces contributrices au rapport, ils proposent une vision ambitieuse de ce que pourrait être une future union de la santé, à l'heure où l'Union, je le disais dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, s'interroge sur son propre futur. Je vais désormais donc laisser la parole à Xavier Prats-Monet et à Isabelle Marché, qui présenteront à la fois les recommandations du rapport, les enjeux que ces recommandations soulèvent et les propositions mises sur la table récemment par la Commission européenne. Je vous rappelle finalement que vous pouvez, tout au long du webinaire, poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran, et je transmettrai ces réponses à nos intervenants à l'occasion d'une session de questions-réponses à la fin de leur présentation. Voilà, je laisse la parole. Bonjour, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci Benjamin de cette introduction. Voilà, je voudrais commencer par un remerciement à l'Institut Jacques Delors d'avoir créé ce groupe de travail. C'est donc rendu possible ce rapport et surtout de m'avoir fait l'honneur de me proposer de le présider. Je pouvais difficilement refuser car j'ai eu le privilège, et j'ai dit bien le privilège, de commencer ma carrière professionnelle à la Commission européenne avec Jacques Delors en tant que très jeune collaborateur. Et donc, j'étais témoin direct de à quel point le président Delors a su donner une impulsion à la construction européenne avec sa vision, sa conviction et aussi son pragmatisme, et comment l'Institut Delors, depuis 25 ans, a porté cette méthode vers l'avant. Donc, merci. Je dois aussi m'excuser de ne pas être aujourd'hui à Paris. Il s'avère que j'ai fait un test d'antigène avant de voyager et j'étais positif. Donc, je dois simplement être avec vous par visioconférence. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le virus ne peut pas être transmis par visioconférence. Donc, je pense que vous pouvez tous être tranquilles. Mais donc, malheureusement, je ne peux pas être avec vous. Un mot de remerciement aussi aux membres du groupe. Vous avez entendu de Benjamin leur fonction, leur liste. Donc, vous avez bien compris que
ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont vraiment très, très, très occupés, très pris. Et je suis vraiment très reconnaissant de l'énergie, du temps et de la patience qu'ils ont eue pour contribuer à ces rapports, à commencer par Isabelle, notre rapporteur, qui a fait non seulement un excellent travail de synthèse, de contribution des uns et des autres, mais a aussi apporté sa contribution et son analyse des propositions des institutions européennes. Donc, voilà, merci, merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez commencer avec quelques mots sur les contextes dans lesquels on s'est trouvé au moment où on a commencé notre rapport. On a commencé à travailler au mois de mai dernier et on a terminé au mois de novembre pour que le rapport puisse être remis au président Macron le 6 décembre, donc avant la présidence française de l'Union européenne. Et peut-être trois points sur ce contexte. D'abord, un choc extraordinaire, non, pour le système de santé. Et pas seulement les chocs dus à la pandémie et le constat qu'on n'était pas prêt à faire face à un virus qui se répand comme un feu dans la forêt si rapidement, sans respecter ni frontières ni pays, mais aussi un choc pour ce que la pandémie a révélé en tant que défaillance du système de santé. Car en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines, en termes de capacité d'anticipation, en termes d'équilibre entre soins et prévention, par exemple, sachant que la plupart des pays européens dépensent en tout cas moins de 3% de leurs dépenses de santé pour la prévention. Donc, dans tous ces domaines, très peu de pays, très peu d'institutions, très peu de systèmes se sont montrés à la hauteur. Donc, un choc vraiment très important qui, en fait, nous a amené à orienter notre rapport, comme disait Benjamin, non pas sur un rapport sur la pandémie et ses conséquences, mais un rapport plus large sur les systèmes de santé. Et puis, un deuxième constat du contexte, c'est l'extrême incertitude et la manière dans laquelle le système de santé, décideurs politiques à niveau européen ou national, ont été obligés de constamment modifier leurs prévisions et leurs politiques. Pensons par exemple à Omicron. Omicron est un mot qui est partout. Je pense qu'il doit y avoir très peu de personnes qui ne connaissent pas ce mot. Or, il y a 2 mois, je dis bien 2 mois, personne ne le connaissait, car cette variante de l'Omicron, qui aujourd'hui est presque synonyme avec la pandémie et qui a changé la manière dont cette pandémie évolue, cette variante a été communiquée à l'OMS par l'Afrique du Sud, comme vous le savez, le 24 novembre dernier. Donc, des changements de contexte vraiment, vraiment extrêmement rapides qui doivent nous obliger, je pense, à une certaine indulgence avec les incohérences auxquelles ont été portés les décideurs parfois. Et puis, un 13e élément de contexte, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué tout au long de ma carrière à la Commission européenne à cause du type de fonction que j'ai exercé, c'est ce que je pourrais appeler comme un paradoxe de la construction européenne. Si vous prenez les citoyens européens moyens, disons, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'elle peut demander des institutions publiques, et sans nécessairement faire une différence entre institutions européennes, nationales ou régionales. Eh bien, surtout, il va demander qu'elles s'occupent de la santé, qu'elles s'occupent de l'éducation, qu'elles s'occupent de l'emploi. Ce sont les préoccupations principales de n'importe quel sondage, de n'importe quel pays européen. Or, ces 3 domaines, qui sont ceux qui représentent la préoccupation principale de nos citoyens, sont justement les domaines où l'Union européenne, en tant que telle, a moins de compétences. Donc, il y a justement cet élément que lorsqu'il y a une crise qui concerne des éléments fondamentaux dans nos sociétés, tels que l'emploi lors de la crise de 2008, tels que la santé aujourd'hui, eh bien, là, l'Union européenne n'a pas les compétences qu'on pourrait peut-être souhaiter. Alors, face à ces 3 éléments de contexte, je crois un élément aussi d'optimisme qui fait qu'en fait, notre rapport, au fond, est un rapport d'espoir. Car je pense que c'est que le Covid a donné, c'est aussi un sens d'opportunité extraordinaire. Car si on veut vraiment chercher un argument en faveur de la coopération européenne ou internationale, un argument en faveur d'une recherche plus importante, d'une plus grande coordination entre systèmes, entre administrations, eh bien, c'est difficile, vraiment difficile, de trouver un meilleur argument qu'est le Covid-19. Et en fait, la réponse des institutions européennes à cette crise
a été vraiment d'une ambition extraordinaire. Et je le dis sans réserve, hein, parce que si on compare tout simplement ce que les institutions européennes proposaient, ce qui était sur la table au moment où la pandémie nous a frappés, et avec ce que la Commission a proposé et ce qui est en train d'être discuté par les institutions européennes, vraiment c'est un changement de système, un changement qualitatif. Et c'est pour ces raisons, pour les chocs que la pandémie a représenté et ce qu'elle a révélé sur le système de santé au sens large de l'Union européenne. C'est pour la difficulté de trouver un équilibre et une constance dans les politiques face à une réalité qui change si vite. C'est le paradoxe sur les compétences européennes, mais c'est aussi l'opportunité face à l'avenir. C'est ce contexte qui nous a amené à formuler les rapports dans les termes dont on l'a formulé. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a voulu aborder? Eh bien, on a voulu éviter deux extrêmes. On a voulu éviter un rapport très technique qui ne serait qu'une manière de raboter des propositions des institutions européennes. Mais aussi, on a voulu éviter l'autre extrême, un rapport très académique ou simplement idéologique, pour ainsi dire, qui parlerait de l'Europe telle qu'elle devrait être dans un monde idéal, plutôt que de ce qui est possible aujourd'hui si on en a l'ambition. Et c'est dans cette perspective, dans cet équilibre entre le pragmatisme et la vision, cet équilibre qui, j'espère, reflète bien la philosophie, la méthode de Jacques Delors et de l'Institut Jacques Delors. C'est dans cette optique qu'on a abordé notre rapport et on l'a fait en regardant trois thèmes et sous trois aspects bien spécifiques. Les trois thèmes sont simples, comme vous avez peut-être déjà vu et nous en parlerons maintenant. C'est considérer la santé en tant qu'investissement, considérer ce que ça signifie que d'avoir des systèmes de santé résilients et performants pour les économies, pour les sociétés, pour les inégalités en Europe et dans le monde. Deuxièmement, quelles les mesures contre les menaces transfrontalières, car il est évident que la première préoccupation que nous devons avoir, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la prochaine pandémie qui un jour va inévitablement arriver. Et troisièmement, la gouvernance mondiale, car s'il est juste de justifier la coopération européenne en matière de maladies infectieuses, par l'argument qu'il n'y a pas de frontières, eh bien, cette absence de frontières pour un virus ne vaut pas seulement pour l'Union européenne, il vaut aussi globalement. Et nous avons beaucoup d'expérience déjà sur le fait qu'on n'arrivera jamais à éliminer cette pandémie ni aucune autre si on ne prend pas des mesures pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement pour la partie la plus développée ou pour l'Europe. Et avec ces trois optiques, ces trois thèmes de notre rapport, on a regardé à chaque fois trois aspects. D'abord, les enjeux, brièvement. Quel est le problème? Quelle est la nature du défi pour l'Europe et pour ses pays, pour ses citoyens? Deuxièmement, qu'est-ce que les institutions européennes ont proposé? Surtout pour alimenter les débats de la conférence sur le futur de l'Europe et pour alimenter les travaux, on l'espère, de la présidence française de l'Union européenne. Et puis, les recommandations pour chacun de ces thèmes. C'est comme ça qu'on a conçu l'architecture de notre rapport et avec simplement un simple espoir, c'est qu'il puisse contribuer aux travaux, aux efforts que beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, surtout les professionnels de la santé, sont en train d'entreprendre. Et avec cette introduction que j'espère n'a pas été trop longue, je passe la parole à Isabelle. Merci Xavier. Alors, la pandémie aura au moins eu un avantage, celui de donner une plus grande visibilité à la dimension européenne de la santé, y compris dans son impact économique et social. Elle a aussi mis en lumière les enjeux communs auxquels sont aujourd'hui confrontés les systèmes de santé nationaux des États membres. Alors, on peut dire que ces systèmes de santé connaissent une triple transition, une transition démographique d'abord, avec le vieillissement et l'essor de populations vulnérables, par exemple les migrants qui connaissent des pathologies inhabituelles dans certains cas, une transition épidémiologique avec l'allongement de certains risques sociaux comme le chômage ou l'exclusion, une transition enfin scientifique avec l'essor des technologies de pointe et des applications numériques. Alors, face à cette évolution, face aussi à l'objectif de nos sociétés d'allonger l'espérance de vie en bonne santé,
il nous semble essentiel de garantir non seulement un droit d'accès aux soins pour tous, mais aussi un droit d'accès à une bonne santé pour tous. Dans ces conditions, les systèmes sanitaires doivent évoluer d'une approche trop exclusivement curative à une gestion globale de la santé qui débuterait dès le plus jeune âge et qui se poursuit tout au long de la vie, qui allierait des mesures de prévention à la fois primaires via, par exemple, l'éducation à la santé et secondaires via notamment l'importance des dépistages pour entretenir le capital santé des bien portants. Alors, à ce sujet, on peut par exemple noter que la France a l'une des espérances de vie les plus élevées d'Europe, un peu plus de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes, mais qu'elle se situe sous la moyenne européenne en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, qui n'est que de 64 ans pour les femmes et de 62 ans pour les hommes. Alors, les modèles de santé doivent à cette fin agir à la fois sur les déterminants médicaux et donc sur les systèmes de soins, et sur les déterminants non médicaux comme la nutrition ou l'activité physique et faire de la prévention véritablement une pierre angulaire des systèmes de santé. Nous appelons donc les États membres dans ce rapport à s'attaquer au niveau insuffisant des investissements dans la promotion de la santé et dans la prévention des maladies, qui, comme vient de le rappeler Xavier, représente moins de 3% des dépenses totales de santé en moyenne dans l'Union européenne. Et plus généralement, des mesures devraient être prises pour renforcer les soins de santé primaires, pour investir dans le recrutement et la formation du personnel de santé et dans les systèmes de santé, et pour mener un effort de revalorisation du travail de soins. Alors, face à ce changement de paradigme, plusieurs arguments plaident en faveur d'un recours plus important à l'échelon européen. D'une part, on peut noter que l'Union européenne a un rôle à jouer pour accompagner la transition vers des systèmes de santé qui, au-delà des soins, mettent l'accent sur les actions de prévention et de recherche et innovation. On peut d'ailleurs rappeler que l'accès de tous les Européens à des soins de santé préventifs et curatifs, abordables et de qualité est un objectif inscrit dans le socle européen des droits sociaux. D'autre part, la gestion de nouveaux risques systémiques, pandémiques et écologiques dépasse évidemment le seul niveau national. Donc, les plans de lutte contre les grands fléaux doivent faire l'objet de réflexions, travaux de recherche, outils communs. Les Européens doivent notamment faire preuve d'ambition pour asseoir un projet englobant la santé humaine, animale et environnementale et promouvoir deux grandes approches intersectorielles. D'une part, ce qu'on appelle une seule santé, One Health, et la santé dans toutes les politiques, Health in All Policies. Rappelons d'ailleurs que l'évaluation d'impact sur la santé qui est promue par l'Organisation mondiale de la santé permet d'évaluer le plus tôt possible en amont l'impact sur la santé d'une politique publique, qu'elle soit par exemple politique de transport, agricole, environnementale, etc. Autre argument pour agir au niveau de l'Union européenne, la soutenabilité des systèmes sanitaires requiert d'élaborer un plan stratégique européen en matière de stock, de diversification des chaînes d'approvisionnement des produits médicaux, sachant que le risque de pénurie des médicaments a été considérablement augmenté ces dernières années. Il nous semble, pour finir, important d'appeler l'Union européenne à jouer un rôle stratégique dans la gouvernance mondiale, notamment pour affermir et améliorer le rôle et les ressources de l'Organisation mondiale de la santé. Autant d'éléments qui justifient que les décideurs en la matière fassent preuve d'une véritable volonté politique, ce qui explique aussi le choix que nous avons fait dans notre rapport en matière de compétences. Je laisse la parole à Xavier à ce sujet. Oui, je crois que peut-être, parce qu'on ne va pas parcourir tout le rapport, non, mais peut-être ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur une question que nous avons longuement discutée dans les rapports et qui est en fait une partie très importante du débat sur l'Europe de la santé et surtout un élément important de tous ceux qui poussent pour une Europe de la santé. Et c'est la question très simple, faut-il changer les traités de l'Union européenne pour donner davantage de compétences à l'Union européenne en matière de santé? Et c'est une question pertinente, hein, parce qu'on a maintenant, d'abord parce que ça a été suggéré souvent, mais aussi parce que maintenant on est en train de discuter, comme disait Benjamin dans son introduction, la conférence sur le futur de l'Europe, et le thème de la santé est un thème évidemment parmi ceux qui sont sujets d'un débat sur l'avenir. Je crois que si on voulait donner une réponse simple à cette question, faut-il
faudrait-il donner davantage de pouvoir à l'Union européenne? La réponse simple serait oui, hein, parce que si on parle de l'hypothèse qu'il faut être sûr qu'on s'attaque à des problèmes globaux de façon globale, donner plus de compétences à ce qui est maintenant un domaine très limité des compétences européennes semble avoir beaucoup de sens. Mais si on regarde la question sur un autre angle, c'est-à-dire quels seraient les coûts d'engager un débat sur les modifications du traité, quelles sont les chances d'arriver à un accord entre États membres, et encore plus important, faut-il vraiment un changement de traité pour faire plus? Alors, si on présente la chose comme ça, la réponse est non. Parce que je pense qu'il est facile de montrer que si seulement les États membres étaient prêts à accepter les propositions de la Commission européenne mises sur la table depuis mars 2020 à cause de la pandémie, et si on acceptait ces propositions, il y aurait un tel changement qualitatif dans les compétences européennes et les politiques européennes de santé qu'un changement de traité serait peut-être nécessaire. Je prends par exemple un élément qui est souvent sujet de débat, c'est l'évaluation clinique des médicaments et des dispositifs médicaux, le HTA, Health Technology Assessment annually. C'est un domaine où l'Union européenne a peu de compétences, un domaine que je connais bien par mon passé à la Commission européenne. La Commission a fait une proposition sur ce thème pour augmenter les compétences de l'Union, sans changer le traité bien sûr, il y a 4 ans. 4 ans plus tard, on est arrivé en décembre dernier à un accord et donc à une nouvelle norme européenne sur ces évaluations qui laisse la coopération sur un plan volontaire, mais qui représente sans aucun doute les plus qu'on a pu faire pour mettre d'accord les États membres. Si on prend ces règlements, ou alors si on augmente les termes de ces règlements, la portée de ces règlements, ça serait largement suffisant pour doter à l'Union européenne des moyens d'évaluation clinique plus importants, tout en respectant les diversités considérables qui existent entre systèmes nationaux de santé, entre États membres et entre organisations. Donc, la conclusion à laquelle on est arrivé dans notre rapport, c'est qu'en fait, si maintenant les énergies des décideurs politiques, du Parlement européen jusqu'au gouvernement des États membres, étaient concentrées sur une négociation pour la modification des traités de l'Union européenne, ce serait une perte d'énergie par rapport à l'effort plus efficace et plus déterminant qu'il faut faire, et c'est sur cela que notre rapport s'est concentré, pour augmenter les capacités de l'Union par les moyens juridiques et par la volonté politique, par l'ambition des objectifs des États membres de l'Union. Merci Xavier. Donc, comme le rappelait Xavier en introduction, dans notre rapport, nous avons d'abord voulu montrer que la santé était véritablement un investissement d'avenir pour l'Europe. Donc, loin des discours comptables qu'agitent certains, il nous a semblé donc primordial de rappeler que la santé doit être et peut être une filière porteuse de croissance, d'inclusion, d'emploi. Les dépenses de santé sont en effet un investissement à long terme pour mettre en place des systèmes de santé solides, résilients, que ce soit en termes de prévention, d'innovation. Alors, l'Union européenne dispose de différents outils pour améliorer les systèmes de santé des États membres, en particulier les échanges de bonnes pratiques, dont on a vu l'intérêt d'ailleurs lors de la pandémie. Mais il faut aussi reconnaître que les divergences entre États membres restent encore très fortes, par exemple en termes d'accès aux médicaments, aux tests diagnostiques les plus performants, en matière aussi, par exemple, de taux de mortalité maternelle ou de nombre d'unités de soins intensifs par habitant. La situation reste également très hétérogène au sein de l'Union européenne en matière de numérisation, avec d'un côté des pays qui sont très en avance, notamment les pays scandinaves, les pays baltes, et de l'autre des pays qui accusent des retards, notamment en Europe centrale. Or, la transition numérique doit être un facteur de transformation, aussi bien pour l'évaluation des soins que pour la recherche, la surveillance épidémiologique, l'optimisation clinique, ou aussi le développement de modèles davantage centrés sur le patient, notamment grâce à une amélioration, à un affinement des diagnostics. Enfin, il nous semble important de rappeler qu'il faudrait construire davantage de ponts entre recherche et production. Les industriels hésitent en effet trop souvent à investir dans des secteurs ou des traitements qu'ils jugent soit trop risqués, soit peu rentables commercialement, à l'instar de ces médicaments hors brevet qui restent pourtant extrêmement d'une très grande valeur pour les patients.
Alors, on peut malgré tout noter que les choses bougent au niveau européen, notamment le nouveau programme européen pour la santé EU for Health ouvre la voie à une Union européenne de la santé. Il sera doté de 5,3 milliards d'euros donc pour 2021-2027. Alors, c'est une enveloppe qui se situe très en deçà des 9 milliards espérés au départ par la Commission européenne et qui se situe bien au-delà des 450 millions d'euros affectés au programme précédent, ce qui pourrait donc lui permettre d'atteindre son objectif, à savoir renforcer considérablement la capacité de l'Union européenne à compléter, appuyer l'action des États membres. Alors, ce programme se projette résolument dans l'après-Covid. Outre l'amélioration de la capacité de l'Union européenne à anticiper et réagir à de futures menaces transfrontalières, dont nous parlerons tout à l'heure, il met l'accent sur l'amélioration de la santé, notamment la prévention des maladies et la promotion de la santé, et sur le renforcement des systèmes de santé et de leur résilience. Alors, une large gamme d'initiatives et d'actions en découle. On peut citer le plan européen contre le cancer qui définit une nouvelle approche européenne en matière de prévention, de traitement et de soins. On peut aussi noter que le programme permet de mettre en place des programmes européens sur le modèle des réseaux européens de référence pour les maladies rares qui permettent à des professionnels, à des hôpitaux à travers l'Union européenne de coopérer en matière de recherche et de traitement des patients pour faciliter, améliorer, coordonner le soin des malades concernés. Une révision très attendue de la législation pharmaceutique de base est par ailleurs attendue pour la fin 2022. Elle devra en particulier faciliter l'accès aux médicaments qui, pour certains pays, peut s'avérer extrêmement difficile pour des raisons logistiques, pour des raisons aussi financières, compte tenu du prix très élevé de certaines thérapies innovantes. Mais le sujet est d'autant plus complexe que le prix des médicaments est et reste du ressort des seuls États membres et étroitement lié à l'organisation des systèmes de soins, à la prise en charge des patients, au système de sécurité nationale aussi, qui diffère beaucoup d'un pays à l'autre. Enfin, autre initiative attendue avec impatience par tous les acteurs concernés, la création d'un espace européen des données, notamment en matière de santé, qui permettra d'améliorer les échanges et l'accès à différents types de données, comme les dossiers médicaux électroniques ou les données issues de registres de patients, pour soutenir la fourniture de soins de santé, pour soutenir aussi la recherche sur la santé et l'élaboration de politiques dans ce domaine. Malgré tout, malgré l'ambition de ces différentes initiatives attendues ou en place, il nous a semblé important de mettre l'accent sur certaines initiatives qui pourraient être prises et nous avons fait un certain nombre de recommandations en ce sens. Je laisse Xavier vous les présenter. Merci Isabelle. Vous voyez bien par la présentation d'Isabelle que d'un côté, ce qui a révélé la pandémie et à la fois les mesures à prendre pour que cela ne se répète pas vont bien au-delà de tout ce qui est simplement soins transfrontaliers, car il s'agit de voir la santé comme quelque chose de bien plus large qui concerne en fait toutes les politiques publiques et pas seulement de façon très étroite les maladies infectieuses. Et c'est pour cela, c'est cela qui explique que parmi les 12 recommandations qu'on a fait dans notre rapport, 7 concernent spécifiquement cet aspect de la santé comme élément d'investissement et comme élément d'ensemble. Je crois qu'il est aussi vraiment très impressionnant de voir à quel point il y a eu un changement qualitatif dans la manière dont les institutions européennes se sont attaquées aux problèmes de santé, car l'énumération des mesures qui ont été proposées et celles qu'on va vous présenter brièvement plus tard est tellement différente dans le sens qualitatif de ce qui était sur la table avant, à cause évidemment de la pandémie et de la prise de conscience de ces domaines de la santé à niveau européen, qu'il était logique pour notre rapport de baser nos recommandations tout d'abord sur ce qui est sur la table et sur les manières de soutenir ces efforts lorsqu'il s'agit de la négociation entre États membres, car les nouvelles ne sont pas nécessairement toutes très bonnes. L'expérience qu'on a eue dans la négociation, c'est que les États membres ont eu plutôt tendance à freiner qu'à accélérer par rapport aux propositions présentées par la Commission européenne. Je ne vais pas aller dans les détails de cette recommandation, juste très brièvement quelques mots de commentaire. Notre première recommandation concerne le renforcement de l'écosystème de recherche européen. C'est très simple. La pandémie était au fond le triomphe de la coopération scientifique.
parmi les préoccupations qu'on avait il y a tout juste un an, même moins d'un an par rapport à la pandémie, la préoccupation principale était à quel point c'était incertain et même improbable que l'humanité soit capable de produire un vaccin efficace contre la COVID en moins d'un an, au moins de 5 ans, qui était le record jusque la COVID. C'était quand même extraordinaire de voir à quel point l'effort de la communauté scientifique et sanitaire a permis de donner cette réponse qui, au fond, s'est avérée une réponse extraordinairement efficace à la pandémie. Eh bien, donc, notre première recommandation consiste à renforcer cet élément en utilisant les instruments qui existent, en les valorisant. Je pense en particulier à l'EIT Health, l'Institut européen d'innovation et technologie en matière de santé, qui a été créé car ce n'est pas avec la pandémie qu'on a découvert que la santé était un élément important et qu'il fallait davantage de coopération entre monde de la recherche, monde de l'éducation et l'industrie, mais la pandémie donne un sens nouveau et un potentiel nouveau à cette EIT. Notre deuxième recommandation est aussi très simple, construire une base industrielle européenne en matière de médicaments et d'autres produits de santé. En fait, vu la diversité et la complexité des chaînes d'approvisionnement, il ne s'agit pas de penser à l'autosuffisance complète, à l'autonomie de l'industrie européenne, mais simplement à promouvoir des investissements stratégiques et la capacité d'innovation de nos industries et de nos systèmes. La troisième recommandation comporte le renforcement du rôle de l'Union européenne en matière de régulation et de distribution des produits pharmaceutiques. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une révolution institutionnelle, il ne s'agit pas nécessairement de changer le traité, il s'agit simplement d'utiliser au mieux, avec tout leur potentiel, des instruments existants et en particulier l'Agence européenne des médicaments qui existe déjà. Et puis, donner davantage de voix aux hôpitaux de recherche, aux hôpitaux universitaires de l'Union européenne, qui ont une capacité scientifique de connaissances extraordinaires qu'il faut exploiter. Notre troisième recommandation est simplement concerne l'augmentation, la capacité des données numériques de santé. S'il y a une défaillance évidente et impressionnante des systèmes de santé pendant la pandémie, a été à quel point il a été difficile d'utiliser et encore plus d'harmoniser les données de santé. On peut faire beaucoup plus, on peut faire beaucoup mieux en matière d'interopérabilité et disponibilité des données de santé à travers l'Europe. Et cinquième recommandation, renforcer les réseaux de référence pour les maladies rares et complexes. Là, c'est un succès, à mon avis, méconnu de la construction européenne. Je parle sous contrôle d'Hélène Dollfuss, le docteur Hélène Dollfuss, un des membres de notre groupe de travail, qui est aussi une des étoiles de ces réseaux de référence de maladies rares. C'est l'Erasmus de la santé, pour simplifier excessivement. C'est la mise en commun de l'expertise et la connaissance des hôpitaux et des scientifiques de pointe de l'Union européenne pour s'attaquer à des maladies dont aucun hôpital, aucun pays, aucun système de santé a la masse critique nécessaire pour les résoudre. On peut utiliser cet exemple pour le renforcer d'une part, mais aussi pour le répliquer dans d'autres systèmes et pour faire en sorte que ce qu'on a pu faire en matière de coopération dans ces réseaux soit intégré dans les systèmes nationaux de santé. Sixième recommandation, valoriser la formation des professionnels de la santé. Là encore, s'il y a quelque chose de criant qu'on a découvert pendant la pandémie, c'est à quel point les professionnels de la santé sont nécessaires et à quel point, si je peux dire, on ne les a pas assez soignés, nous, en tant que société. Donner davantage de capacités de formation, favoriser les échanges, donner davantage de mobilité, d'instruments de coopération, la création de réseaux d'universités européennes, la création d'un label européen, qui est une proposition que la présidence française a déjà pris à son compte. Ce sont des éléments, je pense, évidents à améliorer. Et dernièrement, promouvoir des politiques de prévention des États membres et l'analyse comparative des systèmes de santé. On a fait beaucoup. La Commission européenne publie avec l'OCDE un rapport sur l'état de la santé dans les pays européens. On peut prendre cette base pour faire plus, pour être sûr que nous avons les données dont nous avons besoin, les connaissances dont nous avons besoin pour faire face non seulement à la prochaine crise, les prochaines pandémies, mais aussi aux défaillances des systèmes de santé au sens plus large. Isabelle.
Merci Xavier. Alors, l'autre volet du rapport concerne la manière, bien sûr, de faire face aux menaces sanitaires transfrontalières. Alors, la pandémie a montré que personne n'était préparé à une telle crise, malgré les avertissements qui avaient été lancés. Personne, pas plus en Europe que dans le reste du monde. On peut noter, par exemple, que les institutions européennes disposaient de trop faibles capacités de préparation et de réaction, donc manque d'informations et de données, de moyens financiers pour des recherches à haut risque, manque de coordination en matière de recherche d'essais cliniques, manque aussi de visibilité sur les stocks de produits médicaux et sur les chaînes de production et de réserve en certains médicaments et dispositifs médicaux. Cette crise aura aussi montré le besoin, l'importance de mieux communiquer sur la santé et la science, tant pour rassurer les citoyens et lutter contre l'hésitation vaccinale que pour couper court à la désinformation véhiculée, notamment par les réseaux sociaux et certaines thèses complotistes. Alors, la situation a malgré tout sensiblement évolué depuis le début de la pandémie. La Commission a présenté des propositions ambitieuses pour permettre à l'Union européenne et aux 27 de mieux se préparer et réagir à de telles crises. Alors, ces propositions s'articulent autour d'un texte chapeau transversal qui pose le cadre général, à savoir le règlement sur les menaces sanitaires transfrontalières, et de 3 instruments en fait, de mise en œuvre portant sur le renforcement des compétences du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, le CDC, dont on a beaucoup parlé lors de cette crise, renforcement aussi des compétences de l'Agence européenne des médicaments, ainsi que sur la mise en place de la toute nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, la fameuse HERA, afin de faire face à toute une série de menaces épidémiques, mais aussi chimiques, biologiques, radiologiques, etc. Alors, le futur règlement sur les menaces transfrontières graves pour la santé encadrera donc le nouveau dispositif par différents moyens, comme l'élaboration d'un plan européen de préparation aux crises sanitaires. Alors, notons que ce texte est toujours en discussion et que le résultat final sera un bon indicateur de la capacité ou non des États membres à être à la hauteur des attentes et aussi de leurs propres ambitions proclamées. La proposition sur le renforcement de l'ECDC a quant à elle fait l'objet d'un accord politique du Conseil et du Parlement fin novembre. Donc, ce mandat actualisé permettra de renforcer le travail mené par le CDC dans les domaines donc, de la surveillance, de l'alerte précoce, de la préparation, de la réaction. Le règlement sur l'Agence européenne des médicaments entrera quant à lui en vigueur dès le 1er mars. Donc, l'agence devra à l'avenir surveiller et s'attaquer aux pénuries de médicaments et d'équipements médicaux considérés comme critiques. Alors, quant à l'HERA, qui est inspirée de la BARDA américaine, même si elle ne prétend évidemment pas la dupliquer, l'HERA, donc, elle a commencé déjà à fonctionner. Elle représentera un élément central du dispositif européen, à condition cependant qu'elle puisse disposer d'une force de frappe financière suffisante. Elle aura donc pour principale mission de renforcer la coordination au sein de l'Union européenne, de soutenir la recherche, de remédier aussi aux vulnérabilités et dépendances en matière de traitement et équipements médicaux, en agissant, et c'est intéressant, à toutes les étapes, depuis le développement jusqu'au déploiement. Dès qu'une urgence de santé publique sera déclarée à l'échelle européenne, l'HERA pourra en outre passer à la phase d'urgence. Le Conseil est parvenu fin décembre à un accord politique sur le règlement qui constitue la base juridique de ces activités de crise. Et ce texte facilitera, en cas de crise sanitaire, l'achat de médicaments, vaccins, autres matières premières et permettra d'activer des financements d'urgence et d'activer le réseau de fabrication, de capacité de production flexible qui aura été identifié en amont. Alors, les discussions sur ces différents textes ont malgré tout montré, confirmé aussi, les réticences des États membres à céder des pans de souveraineté dans le domaine de la santé, ce qui a, sur certains points, réduit les ambitions initiales. On peut citer par exemple le cadre d'urgence sur les contre-mesures médicales, le nouveau conseil de gestion de crise sanitaire qui coordonnera la fourniture de médicaments et dispositifs médicaux sera finalement coprésidé par la Commission et le pays assurant la présence tournante du Conseil et non par la seule Commission. On peut citer aussi le règlement sur les menaces sanitaires. Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux, les États membres devront se concerter entre eux avec la Commission, mais le texte ne prévoit pas d'indicateurs communs que les États membres seraient tenus d'intégrer dans leurs plans nationaux respectifs.
Alors, l'idée par ailleurs que ces plans soient réalisés avec le concours de l'ECDC, qui sera là pour orienter, donner des recommandations, proposer des indicateurs, mais le CDC ne pourra pas fixer de normes ou de contraintes chiffrées. Or, on a vu lors de la pandémie que l'une des défaillances principales a été justement le manque de données fiables, transparentes, efficaces à l'échelle européenne sur l'évolution de la pandémie dans les États membres et sur les moyens d'y faire face. Les textes sur la table ne prévoient pas non plus la mise en place d'une réserve européenne de produits médicaux en tant que telle, mais une mise en commun, une mobilisation rapide des capacités nationales, même si le règlement ERA trouve la possibilité d'un mécanisme distinct. Les mesures concernant l'information sur les stocks existants gagneraient, elles aussi, à être renforcées. Donc, pour toutes ces raisons, il nous a semblé important, là aussi, de présenter quelques recommandations. Oui, les rapports, nous avons terminé nos travaux au mois de novembre. Et vous avez vu peut-être dans le texte déjà que notre point de vue a été très simple. C'est très bien d'avoir ces propositions sur la table. Elles auraient peut-être pu être encore un peu plus ambitieuses de la part de la Commission européenne, mais elles sont quand même un changement qualitatif très important. Et ce qui compte, c'est de s'assurer que ces propositions soient adoptées sans un changement trop important, et que le niveau d'ambition dans les négociations soit conforme au niveau d'ambition original de ces propositions. Et je pense que si on regarde maintenant, comme le disait Isabelle de façon, je pense, très, très diplomatique, si on regarde maintenant les résultats de ces négociations, je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ne pas être satisfait. Nous avons fait dans ces domaines 3 recommandations. La première, la plus importante, c'est de renforcer le rôle de l'ECDC qui siège à Stockholm. C'est une mesure évidente. Hein. L'ECDC a été créé d'abord en pensant à l'exemple américain du CDC de Atlanta, mais avec bien moins de moyens. Je pense que le CDC d'Atlanta a un personnel de 7000 personnes, l'ECDC en a 300. Hein. Mais en gardant les distances, parce que les compétences ne sont pas les mêmes, mais en gardant les distances, c'était ces modèles-là. Et c'était justement un instrument qui était né de leçons de la grippe de H1N1 de 2009, pour se donner les moyens de davantage d'informations, davantage de coordination des données, d'harmonisation des données, de surveillance. Eh bien, ces efforts étaient insuffisants à l'époque, on l'a bien montré la pandémie quand elle est arrivée de Covid-19, et je pense que c'est l'essence des travaux du groupe aussi, je pense pouvoir m'exprimer pour l'ensemble des groupes, que le résultat final est en dessous de ce qu'on aurait pu espérer pour ce qui est du renforcement de la capacité commune de l'Union européenne à être préparé aux crises en matière d'indicateurs, simplement en matière d'évaluation de l'état de préparation du système de santé à la prochaine crise de façon transparente. C'est une des recommandations, mais aussi tout ce qui est des normes communes de surveillance. Là, les États membres ont voulu garder leurs prérogatives. C'est acceptable à la fin, c'est leur droit, c'est les États membres qui signent les traités de l'Union, mais c'est probablement pas suffisant et j'espère qu'il y aura l'occasion de renforcer les moyens de l'ECDC à l'avenir pour lui donner davantage d'instruments. Même chose pour les moyens financiers de l'ERA. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour l'ERA. L'effet de l'avoir constitué, c'est extrêmement important. L'exemple, encore une fois, de la BARDA américain est très important, mais il faudra veiller à ce que cet nouvel instrument ait les moyens dont il a besoin pour remplir ses tâches. Et dernièrement, les renforcements de la cohérence et de la coordination au niveau européen et national dans les cas de crise sanitaire. Il y a beaucoup de leçons à apprendre du Covid-19. Il est extrêmement important qu'on puisse identifier les produits de santé stratégiques qui sont prioritaires en cas de pandémie, constituer les réserves stratégiques de ces produits. Il suffit de penser par exemple aux masques. Les masques, ce n'est pas un produit qui est périssable. Il faut qu'on soit sûr que dans ce domaine, comme dans d'autres, on soit bien capable de faire face mieux que maintenant à la prochaine pandémie. Alors, notre rapport insiste enfin sur l'importance d'une meilleure gouvernance mondiale en matière de santé et tente là aussi d'apporter quelques éléments de réflexion donc, sur le rôle de l'Europe. L'Union européenne, on l'oublie souvent car elle ne sait pas toujours très bien se vendre, est quand même l'un des plus importants bailleurs de fonds en matière de santé mondiale, que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral.
Elle a ainsi investi sur la période 2014-2021 1,3 milliard d'euros dans 17 programmes de santé bilatéraux et autant par le biais d'initiatives mondiales. Alors, l'Union européenne a par ailleurs joué sur la scène internationale un rôle important dans le cadre de la pandémie, avec le lancement au printemps 2020 de l'accélérateur d'accès aux outils de lutte contre le Covid-19 et de son pilier vaccin COVAX. Avec plus de 3 milliards d'euros, l'Union européenne et ses États membres sont d'ailleurs l'un des principaux contributeurs donc, de cette facilité COVAX. Enfin, dans le contexte de la crise du Covid-19, l'Union européenne s'est affirmée comme un continent de production et d'exportation de vaccins vers le reste du monde. À ce jour, l'Union européenne a exporté plus de la moitié des doses de vaccins produites en Europe, soit environ 1,7 milliard de doses vers plus de 160 pays. Mais il faut aussi reconnaître que ces différentes mesures ne suffisent pas, loin s'en faut, à réduire la fracture vaccinale entre les pays qui, à l'instar de l'Europe, ont vacciné une très grande majorité de leur population et les pays notamment africains qui, pour la plupart, n'en ont vacciné qu'une minorité. On peut aussi rappeler que la collaboration entre la Commission et l'OMS porte sur un certain nombre de domaines tout à fait importants, comme les maladies transmissibles, l'impact de la pollution sur la santé ou les politiques de santé publique. Différents sujets ont ainsi été abordés ces dernières années, comme la couverture sanitaire universelle, la vaccination ou la qualité de l'air. Notons aussi que l'Union européenne collabore étroitement avec l'OCDE. Enfin, il faut rappeler qu'un projet à long terme de traité international sur les pandémies est en cours de discussion. L'objectif est de garantir un accès universel et équitable aux vaccins, médicaments, diagnostics en cas de pandémie et de faire de la vaccination un bien public mondial. Mais pour toutes ces raisons, il est tout à fait important que l'Union européenne s'implique davantage sur la scène internationale et s'implique aussi dans l'amélioration, le renforcement de la gouvernance mondiale en matière de santé, d'où les quelques recommandations que nous avons mises sur la table. Oui, on dit souvent que la démocratie est un système imparfait, mais c'est quand même le meilleur système qui existe. On peut dire la même chose pour l'Union européenne lorsqu'il s'agit de la coopération internationale. Je pense que la pandémie a été un très bon exemple de ça. On peut trouver, et Dieu sait si on l'a fait, toutes sortes de critiques à la manière dont l'Union européenne a répondu à la crise. Parfois, nous avons une sorte de masochisme collectif lorsqu'il s'agit d'analyser ce que font nos sociétés et nos dirigeants. En même temps, si on regarde ce qui a été possible de faire en matière de solidarité entre États membres, en matière aussi de solidarité avec le reste du monde, hein, parce que l'Union européenne, sans doute, aurait pu faire preuve de davantage de solidarité avec les pays en développement, mais il n'y a pas d'autres entités, d'autres pays qui ont fait davantage que l'Union européenne, par exemple, en matière de distribution de vaccins. Donc, je crois que, et c'est l'essence de nos deux recommandations, je ne vais pas aller dans les détails, comme le disait Isabelle, je crois que l'Union européenne parfois sous-estime la capacité qu'a l'Union européenne, si elle est capable de montrer sa volonté politique et son union, la capacité qu'a l'Union européenne de dicter les normes pour le reste du monde. Non pas de forcer le reste à suivre, mais de simplement créer les conditions pour une coopération internationale plus grande. On a souvent dit que la santé ne se limite pas à la pandémie et que ça ne se limite pas au domaine sanitaire. La santé et le One Health est quelque chose qui a à faire avec le bien-être dans un sens plus large. Je vous donne un très bon exemple de ce que l'Union européenne pourrait faire. Nous le citons dans notre rapport. Farm to Fork, de la ferme à table. C'est une stratégie de l'Union européenne pour un système de production d'aliments plus soutenable, plus sûr, qui évite la zoonose, donc qui évite la transmission de maladies de l'animal à l'homme, qui est au fond l'origine de cette pandémie et d'autres qui viendront. Là, l'Union européenne est bien plus avancée que n'importe quel autre pays dans le monde. Si l'Union européenne est capable de se donner des normes plus strictes, des normes plus ambitieuses en matière de protection de la santé, en matière de protection de la production d'aliments, en matière de soutenabilité, en matière de solidarité internationale, le reste du monde va devoir suivre. Et c'est avec ces sens d'optimisme que nous avons conclu notre rapport et que je voudrais conclure maintenant pour avoir un peu de temps pour le débat. Une Europe de la santé est possible et il ne requiert pas
des choses extraordinaires. Il ne requiert pas un changement constitutionnel de l'Union européenne. On peut le faire, pourquoi pas, s'il en a la volonté, mais c'est la seule chose qui est vraiment nécessaire pour une Europe de la santé plus forte, c'est la volonté politique d'y arriver. C'est la détermination pour arriver à une coopération qui a tous les sens, qui a toujours eu du sens, mais qui est évidente maintenant dans sa logique, dans sa nécessité à cause de la pandémie. La pandémie n'est pas le seul problème que nous avons, bien sûr, mais c'est une indication de à quel point nos sociétés ont des gros défis, mais des défis qu'on peut résoudre ensemble. Et l'Union européenne peut être l'exemple de comment s'attaquer aux problèmes de notre civilisation. C'est ce que Jacques Delors nous a dit il y a 25 ans, c'est que nous devons aujourd'hui essayer de suivre. Parfait. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux qui ont suscité beaucoup de questions. Donc, effectivement, le temps passe très vite. Donc, je suis pas certain que je pourrais poser toutes les questions, mais je vais essayer d'en prendre un maximum. Et je m'excuse d'avance auprès de ceux de qui je ne pourrais pas prendre les réponses, mais je vais me concentrer sur celles qui sont plus précises. Donc, je vais peut-être vous en poser deux pour commencer. Donc, quelqu'un nous demande si vous pensez que le système de redistribution des vaccins COVAX aux pays les plus pauvres est un échec. On voit effectivement que ça a favorisé l'émergence de nouveaux variants dans certaines régions. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un échec? Et deuxième question, l'Europe de la santé doit-elle uniquement se focaliser sur la réponse à la crise sanitaire comme une épidémie ou doit-elle coordonner des politiques sanitaires plus ambitieuses, par exemple, pour la recherche contre le cancer? Je vous laisse répondre. Je commence peut-être sur la deuxième question. J'espère que notre rapport représente la réponse. Nous n'avons pas voulu regarder exclusivement la réponse à la pandémie. Nous avons voulu regarder au sens beaucoup plus large les systèmes de santé. Quelle est la limite de ça? Eh bien, la limite, au fond, c'est d'abord la volonté des États membres. Inutile de dire ce qu'il faudrait faire si on est sûr et certain qu'il n'y a pas la volonté pour le faire. Et deuxièmement, une autre limite qu'on oublie souvent, c'est un prix à payer pour être ensemble dans une démocratie, c'est la diversité entre les pays. Les systèmes de santé de l'Union européenne, ils ne sont pas seulement très différents dans leurs résultats, ils sont différents dans la nature. Ils relèvent de trois modèles fondamentalement différents dans leur origine. Il y a un modèle, disons, anglo-saxon qui vient de Beveridge à la fin et la volonté d'un système de santé universel après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le système britannique, c'est le système espagnol. Il y a un système de Bismarck, disons germanique, il y a un système Semachko qui était les ministres de santé de Lénine de 1918 à 1930 et qui a marqué profondément la structure centralisée des systèmes de santé de l'Europe centrale et orientale. Il y a donc des systèmes de santé très différents, avec des fonctionnements très différents. Par exemple, en matière de centralisation, un système comme le système français, qui est assez centralisé dans les soins de santé et dans la législation, est difficilement comparable à un système, par exemple, allemand, avec la compétence des régions. Donc, il y a des différences qu'on ne peut pas ignorer et qu'il ne faut pas ignorer. Donc, nous devons trouver un équilibre entre les incentives et la nécessité de coopérer et le respect de la diversité. Aussi parce que, excusez-moi d'être si long, aussi pour une autre raison, je crois qu'il serait imprudent et peut-être pas très légitime au sens politique et démocratique du terme, de laisser à une autorité centrale européenne des décisions qui relèvent des questions de société et des valeurs tellement importantes, comme par exemple les questions de redistribution. Faut-il financer par l'État un médicament très cher et donc qu'on peut donner à moins de gens mais plus efficace, ou un médicament moins cher mais qui peut arriver à beaucoup plus de monde? C'est une simplification excessive, mais c'est les choix quotidiens que doit prendre le système de santé. Je ne suis pas sûr que les institutions européennes aient la légitimité pour prendre ces décisions à la place des décideurs nationaux, des parlements nationaux, du législateur national. Sur la deuxième question, le COVAX, très simple. Je crois que le COVAX est vraiment perfectible, mais c'est la seule chose qu'on a pu mettre en place. Donc, il faut le renforcer. Merci Xavier. Une autre question maintenant
qui porte plus du coup sur la santé animale. Dans le cadre d'une approche One Health, ce que vous avez mentionné, Isabelle, cette approche en fait, devrait aussi se décliner, selon la personne qui pose la question, à la santé animale pour lutter correctement contre les zoonoses. Ce n'est pas le cadre de la stratégie pharmaceutique qui n'est orientée que vers le médicament humain. Pensez-vous que ça devrait être effectivement quelque chose qui devrait être pris en compte par l'Union européenne? Peut-être que vous allez répondre là-dessus. Bon, ben, en fait, un des paradoxes qui est presque risible, c'est qu'au début de la crise, et encore aujourd'hui, l'Union européenne peut faire davantage pour la santé de ses animaux que pour la santé de ses citoyens. Ça, c'est en partie inévitable parce que les citoyens ont des droits individuels et ont leur liberté et les animaux, par contre, en ont moins. Mais c'est un fait. Hein. On a mis en place, justement aussi à cause de pandémies animales, on a mis en place des mécanismes de coopération pour éliminer ou réduire les risques de santé animale qui vont bien plus loin pour les institutions européennes que ce qu'on a pu faire pour la santé animale, santé humaine. Je pense qu'au fond, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de grandes différences entre les deux. On ne va pas résoudre les problèmes de santé humaine en matière de pandémie si on ne s'attaque pas en même temps et de la même manière à tout ce qui est zoonose. Hein. Donc, les deux choses sont étroitement liées, de la même manière que, tel qu'on a mis dans le rapport, un des mérites et une des nécessités de la coopération européenne, c'est de s'attaquer à des problèmes comme par exemple le cancer, comme par exemple la lutte contre la résistance aux antibiotiques, qui ne vont pas, qui doivent être résolus si on veut s'attaquer à l'Europe de la santé, de la même manière qu'il faut résoudre les problèmes de maladies infectieuses. Merci pour votre réponse, Xavier. Donc, je vous propose maintenant de clore ce webinaire. Je vous remercie à toutes et tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle également qu'un enregistrement sera disponible et qu'il vous sera envoyé par mail. Je tiens également à remercier bien sûr Isabelle Marché et Xavier Prats-Monet pour leur éclairage et pour avoir répondu donc, à vos questions. Et avant de clore ce webinaire, je vous invite à suivre nos activités sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Merci.